Coursou, je suis délégué général de l'association des anciens élèves de l'école navale, l'AEN, qui organise cette soirée. Je parle au nom de mon président, contre-amiral Xavier Roux, ici présent, et comme c'est moi qui ai préparé cette soirée avec nos intervenants, donc il m'a délégué aussi le discours, enfin le discours, bref, la présentation et l'introduction à cette soirée. Voilà ce qui s'est passé, c'est que l'association des anciens de l'école navale comptait faire un article dans sa revue qui s'appelle La Baille pour commémorer le sauvetage des Arméniens du Moussadag en 1915. Et je cherchais quelqu'un qui puisse écrire l'article. C'était en septembre dernier. Et le hasard, ou plutôt le commandant Le Maintier de la Motte Basse, là, qui devrait arriver s'il n'est pas déjà là, qui était mon commandant au tout début sur un petit bateau qui bougeait beaucoup, là, qui s'appelait l'Étourdi. Voilà, enfin ça c'est pour la petite histoire. Donc grâce à ce commandant Le Maintier, j'ai été mis en contact en septembre avec Jean Cordel, là, qui est un de nos deux intervenants. Et on a commencé à discuter. J'ai vu tout de suite qu'il avait de la matière pour mon article dans la revue La Baille. Et il m'a appris que donc une grande cérémonie prévue le 15 octobre au Trocadéro avait été annulée et que cette grande cérémonie était reportée à 2016. Donc nous avons trouvé dommage de ne pas commémorer cet événement en plus à la gloire et contribuant fortement au rayonnement de la Marine nationale, de reporter à 2016 alors que le centenaire c'était cette année puisque l'événement était en 1915. Bon, il se trouve que Jean Cordel avait organisé avec Saro Mardirian une conférence à Alfortville au mois d'octobre, donc je suis allé les écouter pour vérifier qu'il n'y avait pas de dérapage à contrôler, et ayant vu cela, nous avons décidé de monter très rapidement, il y avait un préavis en gros d'1 mois, cette rencontre, puisque c'est une rencontre essentiellement entre descendants des marins d'un côté et des gens du Moussadag de l'autre. Voilà, c'est pas un exposé historique, mais c'est notre manière à nous de commémorer cet événement. Voilà, au point de vue manifestation officielle, donc il y a eu quand même une manifestation marine à Toulon le mois dernier, avec l'inauguration d'une plaque là, par l'amiral Joly, préfet maritime. Jean Cordel, je sais, a dignement représenté l'association. Je sens qu'il va être membre d'honneur aux cérémonies à Erevan il y a quelques jours, mais il vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, donc voilà, c'était simplement pour vous retracer un peu la genèse de cette réunion de ce soir, et je vous passe tout de suite la parole au premier intervenant qui est Saro Mardirian. Bien, merci aux organisateurs, donc Amiral de Coursou, Amiral Roux. Surtout, merci pour avoir compris ce que le Moussadag représente dans la conscience et dans le cœur de la nation arménienne tout entière. Nous sommes réunis ce soir donc, pour vous raconter le destin commun entre ces marins français et les Arméniens du Moussadag qui ont réalisé un exploit. La marine française donc a réalisé une opération humanitaire d'une envergure exceptionnelle
Et si je me tiens aujourd'hui face à vous, c'est parce que ma famille a eu la vie sauve. Elle a échappé au génocide des Arméniens en 1915, grâce à la combativité, à l'héroïsme, à la détermination, à l'espérance à la fois des 4000 Arméniens du Boussada, et également de 2000 marins français. Donc c'est cette histoire, ce destin commun qu'on va vous raconter avec Jean Cordel. Nous avons souhaité honorer de cette manière la mémoire de nos aïeux, dont nous portons fièrement les valeurs. Alors j'aimerais rendre un véritable hommage et dire merci à la Marine nationale qui est présente à travers ses représentants, donc les amiraux de Coursault et Roux, mais également à travers les descendants de ces officiers français qui ont participé aux opérations de sauvetage. Donc j'aimerais dire merci à Charles, Arnaud, à la famille d'Artiche du Fournais, peut-être si vous pouviez lever la main, voilà, qui sont représentés en nombre. Merci pour la décision audacieuse que votre arrière-grand-oncle a prise avec l'amiral Darieux. Donc, tout à l'heure, j'ai fait connaissance avec les petits-enfants de l'amiral Darieux. Donc, merci également pour ce qu'a fait votre grand-père. Et tout à l'heure, Jean exposera en détail le rôle de chacun. Merci à toi, Jean, plutôt à ton grand-père, la bravoure de ton grand-père. Donc tu vas nous raconter le parcours tout à l'heure, donc à toi et à ta famille. Alors je ne sais pas si la famille Boger est parmi nous ce soir. Donc on attendait également le petit-fils du lieutenant Lucien Boger avec nous. La famille Le Maintier. Donc je ne sais pas si le commandant Le Maintier est arrivé, pas encore. Donc il va arriver tout à l'heure. Donc merci pour ce qu'a fait votre grand-père, qui était lieutenant en 1915. Et donc mon travail en tant que président de France Moussadar va être d'allonger cette liste de remerciements. Donc ce que je vais vous raconter là, je l'ai entendu de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle avait 7 ans au moment des faits, donc c'est un témoignage direct qui m'a été transmis, donc c'est une transmission orale. Et donc je vais te demander, Jean, de passer les slides et de revenir au slide numéro 1, s'il te plaît. Encore en arrière. Voilà. Donc je vais vous parler du génocide des Arméniens. Le génocide des Arméniens a commencé très précisément le 24 avril 1915 avec l'arrestation de 200 intellectuels arméniens dans la ville d'Istanbul. Ils ont été arrêtés pour tuer dans l'œuf les événements qui allaient se dérouler dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir, c'est-à-dire la déportation de la population arménienne tout entière. Donc il y avait des hommes politiques, des médecins, des écrivains, des journalistes. Donc nous avons célébré cette année le centenaire de ces événements. Et certainement vous en avez entendu parler, puisque il y avait pas mal d'articles et de reportages dans la presse. Alors c'était un génocide qui était méthodique, systématique et organisé au plus haut sommet de l'État. La première phase a consisté à désarmer les jeunes en âge de se battre. Ensuite, ils ont été isolés, puis exécutés, loin des regards, loin des villes, loin des villages. Donc vous voyez ici un village arménien, comme il y en avait des centaines, voire des milliers, en Turquie, dans l'Empire ottoman.
Vous voyez des gendarmes qui escortent la population, et dans la population, il n'y a malheureusement plus que les femmes, les enfants et les vieillards qui ne peuvent bien sûr pas se défendre. Donc il y a eu des poches de résistance, notamment dans la ville de Zeytoun, de Hadjen, de Van, de Moussadar, et dans bien d'autres endroits. Partout les Arméniens ont réussi à cacher des armes, partout les Arméniens avaient des jeunes en âge de défendre la population, ils ont organisé l'autodéfense. Mais malheureusement, il n'y a eu que 2 cas où l'issue était favorable à la population, que la population a eu la vie sauve. C'est tout d'abord à Van, où il y a eu quand même 50 000 personnes qui ont perdu la vie. Et c'est grâce à l'avancée de l'armée russe en mai 1915 que la population a pu être évacuée. Ils ont quand même résisté pendant 5 semaines, pas très loin de 45 jours. Et il y a le deuxième cas qui nous intéresse ce soir, donc le Moussadar. Alors je dois vous expliquer aussi ce qui n'est pas justifiable, mais la raison pour laquelle il y a eu ce génocide, et bien sûr c'est un acte barbare qui n'a aucune explication, mais le fait est qu'il s'agissait d'un nettoyage ethnique. Dans ce nettoyage ethnique, donc il y a pour cause, c'est une cause politique, les dirigeants ont décidé d'éliminer la population arménienne pour la simple raison que c'est une population chrétienne, que dans l'histoire des Arméniens, il est à noter que jamais personne n'a réussi à les convertir. Ils se sont toujours rebellés lorsque des dirigeants successifs ont souhaité les convertir à d'autres religions. Ils ont toujours gardé leur foi, ils sont toujours restés chrétiens. Et donc pour turquiser l'Empire ottoman qui était en train de disparaître, puisque le contexte c'est la Première Guerre mondiale, on est en pleine Première Guerre mondiale. Pour turquiser la population, ils ont décidé d'éliminer la population arménienne et les autres populations chrétiennes, donc les Assyro-Chaldéens, les Syriaques, les Grecs. Et par la suite, les autorités ont tenté d'assimiler les minorités non chrétiennes, donc les minorités musulmanes, mais ils ont échoué dans cette politique, puisqu'aujourd'hui, en Turquie, il y a entre 13 et 17 millions de Kurdes et autant, voire plus, d'Alévis. Donc on ne peut plus parler de minorité, on peut même dire que près de la moitié de la population en Turquie n'est pas d'origine turque. Donc la politique de turquisation de l'Empire ottoman a échoué. Donc on peut passer au slide suivant, Jean. Donc une carte. Non, avant Jean. La carte. Encore avant. Voilà, celle-ci. Donc très rapidement, pour vous montrer comment ont été organisées les déportations sous couvert de déplacement de la population, pour des raisons de sûreté intérieure, mais bien sûr le but était de les déporter jusqu'à la destination finale du désert de Mésopotamie, dans la ville de Deir ez-Zor, qui se trouve aujourd'hui en Syrie. Mais vous voyez qu'il y a eu Alors les gros points noirs, ce sont les endroits où il y a eu des massacres de masse. Les losanges noirs, ce sont des camps de concentration, et en réalité, très peu ont réussi à survivre et à atteindre la ville de Deir ez-Zor. Les survivants sont morts soit de faim, soit de maladie. Donc sur une population totale de 2 millions d'habitants, de 2 millions d'Arméniens plutôt, sur un total de 17 millions d'habitants, ce qui représente un peu plus de 10% de la population, 500 000 ont pu en réchapper, donc les 3/4 des Arméniens, et ils ont été éparpillés donc, aux quatre coins du monde. Suivant. Donc, en ce qui concerne le cas de l'autodéfense du Moussadar, voilà la montagne sur laquelle les Arméniens se sont réfugiés.
Alors nous sommes à fin juillet, début août, des gendarmes arrivent dans la région. Le génocide a déjà commencé. La région est isolée, elle n'est pas au centre, elle est dans le sud-est de la Turquie. Aujourd'hui, c'est à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Non loin de là où l'avion russe a été abattu hier par les autorités turques. Donc il se trouve que les lettres qui ont été portées par les gendarmes aux autorités locales pour déporter la population, ces lettres-là sont arrivées assez tardivement. Donc les gendarmes arrivent, expliquent aux maires des 6 villages arméniens qu'il ne faut surtout pas ouvrir ces lettres qui sont scellées, qu'ils vont revenir quelques temps après pour ouvrir ces lettres avec eux. Bien sûr, les Arméniens n'attendent pas, ils ouvrent une des lettres et voient effectivement l'ordre de déplacer la population et ils comprennent tout de suite que c'est la mort qui les attend. Alors ils se réunissent en conseil, ils débattent. Certains disent qu'il y a une petite chance de survivre éventuellement en suivant ces gendarmes, mais ils sont très peu. La majorité préfère aller dans la montagne avec des vivres, avec le bétail, avec des armes, puisqu'ils ont réussi à cacher quelques armes, des fusils de chasse. Ce ne sont pas des armes de guerre, il y avait quelques armes de guerre, mais vraiment pas beaucoup. Ils avaient quelques munitions, donc se disant que la meilleure chance, la plus petite chance qu'ils avaient de survivre, c'était de résister. Ils préféraient en tout cas mourir arme à la main et avec leur destin entre les mains, que désarmés et soumis à être déportés. Ils avaient entendu parler des actes de barbarie sur les chemins de déportation. Donc les Arméniens ont vraiment tout perdu. On leur a pris leur maison, on leur a pris leurs terres, on leur a pris leurs femmes, on leur a pris leurs écoles, on leur a pris leurs églises. Et ils ont été délogés. Une civilisation 3 fois millénaire a été délogée de ces terres ancestrales. Et aujourd'hui, en Turquie, malheureusement, à part dans la ville d'Istanbul, et le dernier village qui soit resté arménien, qui est un des 7 villages que constitue le Moussadar, il n'y a plus d'Arméniens, en tout cas, il n'y a plus d'Arméniens qui revendiquent son identité au grand jour. Donc voici la montagne, où femmes, enfants, vieillards, des jeunes, des villageois, qui ne sont pas du tout des soldats, ce sont des vrais villageois, ils ont décidé d'organiser l'autodéfense. Alors, le jour arrive où les gendarmes découvrent qu'il reste très peu de personnes dans les villages du Moussadar. Il y a 500 personnes qui sont restées, qui ont décidé de suivre donc, les ordres. Ceux-là, on ne les a plus jamais revus. Les autres, eh bien, pendant des heures, ils ont marché dans des chemins parfois abrupts. Alors vous voyez, ce sont des paysages rocailleux, nous sommes en bord de mer. Et si on peut passer à la slide suivant. Alors là, vous voyez le deuxième campement des Arméniens. Alors pourquoi le deuxième campement? Le premier campement, en fait, était trop proche des soldats turcs. Alors il faut s'imaginer qu'il y avait des milliers de soldats turcs qui étaient venus déloger ces villageois arméniens. Pour eux, l'affaire était réglée. En une journée, ils allaient déloger les Arméniens et les emmener sur les routes, sur les chemins de la déportation. Mais ils ont très vite vu que les Arméniens opposaient une résistance qui était pour le moins inhabituelle. Il faut savoir que les Arméniens connaissaient chaque rocher, connaissaient bien la région, ils étaient en hauteur, ils avaient le soleil dans le dos, les Turcs étaient en contrebas, ils avaient le soleil en face, ils ne connaissaient pas du tout la région, c'est une région qui est plutôt brumeuse, donc l'avantage était aux Arméniens qui étaient bien organisés, rusés. Et il y a eu donc plusieurs assauts de l'armée turque qui à chaque fois appelaient des renforts.
ils ont appelé des renforts militaires, mais ils ont également appelé des renforts de la population. Ils ont armé la population locale, donc non arménienne, pour venir déloger les Arméniens. Ils avaient des canons, ils avaient des armes lourdes, et malgré cela, ils n'arrivaient pas à déloger ces Arméniens. Il s'est trouvé qu'une fois, les Turcs s'étaient trop rapprochés du campement des Arméniens, donc les Arméniens ont été obligés d'aller encore plus haut dans la montagne, et c'est cette vue que vous voyez là. Au total, il y aura eu 7 assauts. Mon arrière-grand-père aurait tué plus d'une centaine de Turcs. Le chiffre n'est pas exagéré, il me semble. Alors que du côté arménien, des villageois, il n'y a eu que 18 personnes qui sont tombées donc en défendant la population. C'est vous dire à quel point à quel point ils étaient déterminés, à quel point ils se sont battus de manière acharnée pour leur survie. Mais il est arrivé un moment, au bout du 50e jour, où les munitions venaient à manquer, les vivres venaient à manquer, les jeunes allaient la nuit chercher ce qu'ils pouvaient, des figues, du blé pour nourrir en priorité les femmes et les enfants. Et dans ce désespoir-là, les Arméniens ont livré ce qu'ils considéraient comme leur ultime bataille face aux Turcs. Donc ça se passe tôt le matin, et ils ont utilisé une ruse avec l'énergie du désespoir. Ils ont crié en plusieurs langues, en arménien, en anglais et en français: passez à l'attaque, tuez-les tous, l'heure est arrivée, n'épargnez personne. En anglais et en français, les Turcs pensent être tombés dans un piège et ils paniquent, ils subissent d'énormes pertes et finalement ils reculent. C'est ce que mon grand-père appelle le premier miracle. Alors à ce moment-là, Der Abraham, donc le chef spirituel des Arméniens, avait amené les femmes et les enfants en bord de mer, et au cas où les Turcs arriveraient à briser la résistance des Arméniens, la population allait se jeter à la mer plutôt que de tomber dans les mains de l'ennemi. À chaque assaut, donc, mon arrière-grand-mère me raconte que les femmes, y compris elle, à l'âge de 7 ans, se couvraient le visage de boue, les cheveux de boue, pour ne pas être prises par les Turcs, pour ne pas tomber dans l'esclavage sexuel ou pour ne pas aller dans les familles turques ou kurdes. Et la population était prête à se jeter dans la mer. Et au moment de cette ultime bataille, un jeune arrive, prévient Der Abraham que les Turcs reculent. Là, c'est un miracle. La population revient sur le campement. Et dans cette euphorie, ils imaginent, alors ils ont encore cet espoir-là, que tout est possible. Et ils écrivent sur des grands draps, sur des grands morceaux de tissu, dans plusieurs langues, SOS, chrétiens en détresse. Sur un autre morceau de tissu, ils dessinent une croix rouge. Ils postent donc ces messages de secours en face de la mer, en espérant qu'un bateau va croiser au large et va voir leurs signaux. Ils allument un feu, font de la fumée. Jean, si tu peux passer. Alors voilà les villageois arméniens qui ont sauvé la population, d'autres combattants. Et voilà le grand morceau de tissu où est écrit en anglais SOS, chrétiens en détresse. Et la croix, c'est l'original qui est aujourd'hui au Liban, la croix rouge qu'ils ont mis donc, en haut de la montagne, seulement 2 jours après avoir eu cette idée, alors qu'il n'y avait plus de munitions, il n'y avait plus de vivres, il n'y avait pratiquement plus d'espoir. Les Arméniens continuaient toujours d'avoir cette espérance-là. Et le Guichin, un navire français, un croiseur français qui était au large, aperçoit ces signaux de détresse. C'est le deuxième miracle. Et à partir de ce moment-là, les Arméniens savent qu'ils peuvent être sauvés. Et cette partie-là, donc l'opération de sauvetage et d'évacuation des Arméniens,
c'est Jean qui va vous le raconter très en détail. Alors je vais pas monopoliser plus la parole, mais j'aimerais quand même vous montrer deux, trois photos. Alors ici c'est la source qui a permis à la population de survivre durant 53 jours. Si je pouvais passer, Jean, encore. Alors la forme que vous avez vue tout à l'heure, c'est une forme contemporaine de la source à l'époque. C'était un petit filet d'eau que vous voyez ici, et c'est grâce à cette source qui se trouve au deuxième campement que la population a pu survivre. Alors, les marins français ont amené donc 4000 villageois arméniens à Port Saïd, où ils sont restés donc durant 4 ans, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À l'issue de ces 4 ans, donc, ils sont retournés chez eux, au Moussada, puisque la région était sous administration française. Mon grand-père, qui est né en 1924, dit qu'il est né en France. Et donc en 1939, les Français se retirent de la région. Le nord de la Syrie est cédé aux Turcs. À ce moment-là, les Arméniens se retrouvent nez à nez, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec leurs ennemis de toujours. Et une très grande partie de la population donc émigre au Liban voisin, mais certains décident de rester. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des Arméniens qui vivent dans le Moussada. Il y a encore un des 7 villages qui a conservé donc son église, sa population. Il y a 130 populations qui vivent à l'année dans le village de Bakov. C'est le village natal de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-mère. Et tous les ans, donc, les Arméniens se retrouvent à la mi-août pour célébrer donc cet événement. Alors ça, voilà, ça vous voyez les tentes de réfugiés donc à Port Saïd, en Égypte. Et Jean vous expliquera aussi pourquoi Port Saïd. En 1933, voilà ce que les Arméniens ont érigé à l'endroit même du deuxième campement, là où ils sont restés. Vous voyez donc un monument en forme de proue de navire. Donc c'est certainement en souvenir du Guichin. Vous voyez donc, c'est le même monument. Alors le deuxième à droite, c'est le monument vu de l'arrière. Donc vous voyez les deux chapelles. Et vu d'en haut, donc ce monument forme une croix. Voilà l'état actuel du monument. Il a été bombardé dans les années 80 par l'armée turque pour la symbolique qu'il représentait, c'est-à-dire la célébration du sauvetage des Arméniens du Moussada. Ici, vous voyez donc les tombes non loin du monument vu précédemment, les tombes des 18 villageois qui ont perdu la vie. Et voilà l'état actuel. Donc, pareil, il a été détruit. Les restes ont été donc amenés au Liban, et une toute petite partie aujourd'hui dans le village de Moussaleh en Arménie. Et tous les ans, comme je vous disais tout à l'heure, des Arméniens se retrouvent au Moussada pour célébrer donc cette victoire. Jean. Là, vous voyez 7 chaudrons qui représentent les 7 villages du Moussada. Donc on y prépare un plat traditionnel qui s'appelle le harissa, à base de blé et de viande. Ça, c'est l'église arménienne. Donc Bakov est le dernier village arménien à avoir conservé sa culture, sa langue arménienne, qui est un dialecte arménien. Vous voyez ici les prêtres donc, qui bénissent le plat traditionnel. Et donc jusqu'au soir et durant toute la nuit, donc à la mi-août, à l'occasion de l'Assomption, les Arméniens célèbrent ce sauvetage des Arméniens du Moussadar par la Marine nationale française. Merci pour votre attention.
Écoutez, j'étais très impressionné par ce que nous a raconté Saro Mardirian. C'est effectivement, je dirais, une partie extrêmement prenante de cette histoire des Arméniens. C'est en redécouvrant finalement l'autre histoire vue du côté des marins qu'aujourd'hui on a cette rencontre inouïe des descendants des marins, des descendants des Arméniens et de tous nos amis qui ont compris l'importance de cet événement-là, y compris dans la situation actuelle. Je voudrais juste faire une petite remarque, c'est qu'au fond, on vit en ce moment des événements dramatiques. Ces événements dramatiques, ils sont finalement assez semblables à des événements dramatiques qui ont eu lieu 100 ans auparavant. Pendant que je vous parle, la flotte française est repartie exactement dans ces mêmes zones de la Méditerranée orientale. Donc j'ai, pour commencer, une pensée très émue pour nos marins qui, à l'heure actuelle, continuent à faire leur devoir dans le cadre de la Marine nationale française. Par ailleurs, amiral de Coursoult, vous avez parlé de rencontres. Effectivement, c'est une rencontre aujourd'hui. On pourrait qualifier cette rencontre au départ d'une rencontre, je dirais, sympathique pour commémorer quelque chose. J'ai eu également une autre rencontre vendredi dernier où l'amiral de Coursoult m'a invité à assister à l'église Saint-Sulpice à un concert extraordinaire de Requiem de Mozart. Donc on pourrait se dire également belle rencontre où quelqu'un qui apprécie la musique assiste à un concert exceptionnel. Autre événement, il y a 10 jours, j'étais avec une délégation française composée d'Arnaud, Charles Erwan, où est-il passé? Bon, voilà, là-bas, le commandant Desgrès du Loup, représentant l'état-major, Saro Mardirian et moi-même, on était à Erevan pour une commémoration. Bien que tous ces événements-là prennent une ampleur considérable, dès lors qu'on considère que c'est pas simplement une rencontre, c'est quelque chose dans lequel le rencontré et le rencontrant, si je peux l'appeler ainsi, obéissent chacun dans son genre à un élan spontané face à des événements dramatiques pour faire une démonstration spontanée, d'une part de solidarité avec ceux qui sont dans l'épreuve, d'autre part une démonstration spontanée d'affirmation de nos valeurs culturelles, de nos valeurs spirituelles, de nos valeurs humanistes. Ce dont on va parler maintenant est typiquement dans ce genre de choses-là, et se remémorer maintenant ces événements-là à la lumière de ce que nous vivons maintenant peut donner également une grille de lecture, un espoir à ces jeunes générations qui sont directement impactées actuellement par le climat de guerre, par le climat d'attentat que nous avons en France. Mes enfants sont ici, mes petits-enfants sont là. J'ai apprécié que spontanément ils viennent aujourd'hui ici pour écouter finalement une grande partie de l'histoire de leur famille. Mais également, ce que je veux leur dire, c'est que ils ont eu la chance jusqu'à présent d'échapper aux horreurs de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, comme mon père qui est ici, de la guerre d'Algérie. Ils ont vécu pendant toute leur enfance et adolescence dans un climat de paix. Maintenant, ils sont confrontés à des événements qui sont durs. La seule façon de résister à ça, c'est de pouvoir, à certains moments, réaffirmer ces valeurs culturelles, humanistes et spirituelles. Alors, l'amiral de Coursoult m'a demandé finalement de faire ce qu'il appelle un amphi sur 3 thèmes finalement. Le premier thème, c'est au fond pourquoi et comment la Marine nationale française est intervenue, il y a 100 ans, comment ça s'est passé. Deuxièmement, un petit coup de projecteur sur un jeune enseigne de vaisseau de 23 ans, mon grand-père maternel, Jean Lemay. Comment en est-il arrivé à avoir cette attitude humaniste, culturelle, voire spirituelle lors de ces événements-là? Troisièmement, quel sens est-ce qu'on peut donner à cet ensemble d'événements qui ne soit pas uniquement une belle histoire, mais qui soit une histoire qui nous interpelle, une histoire qui nous remette dans le climat d'il y a 100 ans, peut-être même dans les climats auparavant, et qui nous permet, je dirais, de nous projeter dans le futur. Alors, comme tout bon exposé, il faut naturellement 5 parties. Première partie, c'est un rappel du contexte historique de septembre 1915. Deuxième partie, pourquoi et comment on est intervenu. Troisième partie, Jean Lemay, enseigne de vaisseau. Et cinquième partie, j'ai encore plus personnelle, qui sera au fond, comment est-ce que tout cela est arrivé? Pourquoi est-ce que je suis arrivé à avoir besoin et envie
et réussir d'une certaine façon à écrire l'histoire de mon grand-père, et au passage à écrire également l'histoire d'un autre enseigne de vaisseau, le père du commandant Lematier, qui est ici devant moi, qui m'a contacté il y a quelques semaines, il y a un mois, peut-être un mois ou deux maintenant, pour me dire ce que vous avez fait sur Jean Lemay, est-ce que vous pouvez le faire pour mon père, Christian Lematier de la Motte-Basse? Je lui ai dit, commandant, je vais essayer. Ça m'a pris des mois pour arriver à reconstituer l'histoire de Jean Lemay. Ça m'a pris quelques jours pour trouver dans les journaux de bord et de navigation du cuirassé Quichin le nom de Monsieur Lematier de la Motte-Basse. À ce moment-là, j'ai téléphoné tout de suite au commandant Lematier pour dire « Commandant, j'ai trouvé ». Et je pourrais donner tout à l'heure au commandant Lematier un tiré à part de ce que j'ai trouvé dans le journal de bord du Guichin concernant son papa. Alors, juste quelques rappels historiques. Je vais simplement aller très vite là-dessus. On peut comprendre l'histoire des Arméniens qui ont réussi à survivre et à conserver leur culture, conserver leur espace culturel, leur espace spirituel, que si finalement on remonte à cette époque-là. Je ne vais pas faire ici un cours d'histoire, je ne suis pas un historien, je vous donnerai ces documents-là, je vous inviterai après ça à méditer sur ces documents-là. Parce qu'on peut encore lire maintenant l'histoire présente en commençant au moment du partage de l'Empire romain sous Théodose le Grand en 395. Vous voyez là-bas tout à fait aux extrémités de l'Empire romain, il y a déjà le mot Arménie, il y a déjà des Arméniens. C'est le premier royaume chrétien qui a été fondé, décidé, après l'expansion de la chrétienté sur, je dirais, le substrat qui était le fameux Empire romain, d'abord Empire romain complet sous Auguste et Trajan, et ensuite Empire romain divisé en deux morceaux. Vous connaissez la suite de l'histoire, je ne reviens pas dessus. Tout cet ensemble-là a subi après ça un certain nombre d'invasions, venant soit du sud, c'est, je dirais, une sorte d'invasion de l'islam. L'Empire byzantin s'est désagrégé déjà par le sud. Ensuite, par l'est, c'était les invasions de type mongol et de type turc. Et petit à petit, on va passer à la page suivante, petit à petit, on est arrivé à avoir une des factions turques qui est dans la partie qu'on voit en violet foncé. Et qui ce sont les Turcs ottomans. Et c'est petit à petit que ces Turcs ottomans ont grignoté tout l'Empire byzantin. Et tout ça s'est passé dans une phase d'expansion, puis ensuite une phase de régression. Page suivante, s'il te plaît. Phase de régression dans laquelle, à partir du XVIIe siècle, l'Empire ottoman s'est désagrégé petit à petit. Jusqu'au moment où l'Empire ottoman n'était plus que, avait perdu l'Égypte, avait perdu la Libye, avait perdu toute la partie européenne de son empire. Et c'est à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, qu'il y a une espèce de sursaut ultranationaliste qui a fait que tout ce qui n'était pas turc, tout ce qui n'était pas musulman était à éliminer. Ce sont les Arméniens qui ont trinqué les premiers. Et dès la fin du XIXe siècle, il y a eu des massacres qui n'étaient pas simplement par milliers de personnes, mais qui étaient dans les chiffres de centaines de milliers. En 1909, après ça, sous le fameux gouvernement des jeunes Turcs, il y a eu encore une série de massacres. On comptait là par dizaines de milliers. Et puis enfin, en 1915, j'ai les trois dirigeants principaux de l'Empire ottoman ou de la Turquie naissante, les trois pachas, Enver Pacha, Djamal Pacha exactement, ont décidé de cette exécution d'un plan de génocide complet, tel qu'il a été décrit par Savon tout à l'heure. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut retrouver, je dirais, l'histoire de l'Arménie pour le comprendre, et comprendre le courage de ces gens-là, qui, malgré toutes ces vicissitudes, ont réussi à survivre de siècle en siècle. Un peu suivant. Alors celle-là, c'est une carte venant de mon arrière-arrière-grand-père, Rimo Zerman, qui était cartographe et graveur, qui montre finalement le théâtre d'opération au début du XXe siècle. Et donc, pendant cette fameuse Grande Guerre qui a vu en 1915 une expédition aux Dardanelles.
Une expédition désastreuse décidée par les Anglais, à laquelle la marine française s'est prêtée. Et quand on lit le livre de souvenirs de l'amiral d'Artige de Fournet, Souvenirs de guerre d'un amiral, on trouve dans ce livre que j'ai lu une série de commentaires sur sa vision stratégique de ce théâtre d'opération. Il parle là de la funeste décision d'intervenir aux Dardanelles. Bon, dans ce cadre-là également, la flotte française était basée d'une part un peu plus haut, on en parlera plus tard, pour bloquer les forces austro-hongroises, et d'autre part était basée à Port Saïd. À Port Saïd, où la 3e escadre, qui était dirigée par l'amiral d'Artige du Fournet, avait comme mission la protection du canal de Suez, que, soit disant passant, les Anglais avaient pratiquement confisqué aux Français, avaient fait une espèce d'opéra dessus, et également le blocus des côtes de Syrie. Ce qu'on appelle les côtes de Syrie, c'est toute la partie qui est entre le golfe d'Alexandrette en bas, où se trouve le Moussadar, et la région de Port Saïd. On prend la suivante, si vous voulez. Ça, je reviendrai plus tard. Je vous laisserai dans le dossier. C'est ce qui est arrivé finalement à la fin de la guerre, par une série de traités mal ficelés de tous les côtés. Et quand on regarde l'évolution géographique de cette zone-là, on a de quoi être affolé. Quand on la regarde maintenant, à l'heure actuelle, on a de quoi être affolé aussi. C'est pas pour se rassurer. Déjà au XIXe siècle et au XXe siècle, cette région-là était... il faut la regarder en regardant l'évolution des cartes pour essayer de comprendre comment ça se passe. Vous pourrez trouver un sens. Bon courage. La suivante. Alors, dans ce cadre-là, la suivante, s'il vous plaît. La flotte française, qui était basée donc à Port Saïd, avait un certain nombre de grands croiseurs. L'un de ces croiseurs, c'était ce croiseur cuirassé, le 2C. Le 2C, donc, sa mission, protection du canal de Suez, blocus des côtes de Syrie. Un croiseur comme ça avait à peu près 600 personnes à bord, 600 marins à bord, et ça avait également une compagnie de débarquement. Le commandant Le Mathieu me dirait, c'est un corps de débarquement. Et alors, je trouve cette terminologie dans certains rapports. Donc, dans les documents que j'ai vus, donc, le cuirassé 2C avait un corps de débarquement, que vous voyez ici. Il était muni de ces canaux à vapeur. Les sacs que vous voyez ici, je pensais initialement que c'était des sacs de sable pour protéger les marins. Pas du tout, ce sont des sacs de charbon qui servent à la fois à la protection et à alimenter le petit moteur à vapeur qui est ici. C'est pour ça qu'un canot comme ça s'appelle un vapeur. Le compagnie de débarquement, vous en voyez une là ici qui est à la manœuvre. Elle est munie d'une mitrailleuse et des soldats, des fusiliers avec des casques coloniaux. On continue. On continue. Alors, je vais reprendre maintenant l'histoire au moment où Saro l'a laissé. Donc, vous vous souvenez, les Arméniens ont résisté courageusement sur ce mont Moussa, sur ce mont Moïse. Alors, pour les Arméniens, ça s'appelle le Moussaler ou le Moussadar. Pour les marins, ça s'appelle le mont Moïse ou le Djebel Moussa. Mais c'est la même montagne. Sachant que les marins, eux, ils regardent plutôt ce qu'il y a sur le fond de la mer, sous le fond de la mer. Ils regardent le trait de côte. Donc, ils vont parler systématiquement, dans tout ce que j'ai pu lire, de la pointe, le cap Ras El Mina, et puis d'une plage qui est là-bas, qui s'appellera la plage des Arméniens. Tout est-il, c'est que la 3e escadre est en manœuvre, en croisière, comme il disait, sur ces côtes-là, pour faire le blocus donc, des côtes de Syrie. Alors, blocus des côtes de Syrie, quand je relis les mémoires de l'amiral d'Artige du Fournet, c'est assez extraordinaire. Votre grand-père, grand-oncle, pardon, arrière-grand-oncle, avait manifestement une culture générale très importante. Donc dans ses mémoires, ce n'est pas uniquement une question de coup de canon, c'est une question des impressions qu'il a quand il est à Rhodes, quand il est à Athènes, quand il est sur les côtes de Syrie, quand il est sur les côtes de Cilicie, là où se trouvait le point d'accueil des croisés. Quand les premiers croisés sont arrivés dans cette région-là, ils étaient exténués, et puis tout à coup, ils trouvent, après les fameuses portes de Cilicie, ils trouvent un peuple chrétien qui les a aidés considérablement au succès de leur première opération, qui les a conduits à Antioche et à Jérusalem.
Et donc ce royaume de Cilicie, et qui borde le fameux golfe d'Alexandrette, était quelque chose qui résonnait dans l'âme de l'amiral d'Artigues-Fournet. Ce n'était pas simplement un élément sur une carte, c'était beaucoup plus que ça. Et il avait un certain humour également pour expliquer les opérations de bombardement d'objectifs militaires. Je vous donne juste un exemple. Il y a un dépôt de munitions à éliminer. Donc on avertit la population qu'il faut qu'ils s'éloignent un petit peu de l'endroit où on va tirer, parce que ça va faire mal. Et qu'il y a un pavillon rouge qui sera amené sur le pont du Dossé, par exemple, et que à 10h42, ils ouvriront le feu, et à 15h30, ils cesseront le feu. Les populations avaient telle confiance dans la qualité de tir des marins français qu'ils se mettaient un petit peu plus loin, mais pas tellement plus, pour assister à un beau feu d'artifice. Ils revenaient après. Donc tout ça est raconté en détail dans le livre de souvenirs de votre arrière-grand-oncle, et j'ai lu ça avec beaucoup de délices. Alors maintenant, quand on regarde le premier croiseur qui était sur cette zone-là, sur la zone du Moussadar, par hasard, c'était le Guichin. Le Guichin, commandé par le commandant capitaine de frégate Brisson, Jean-Joseph Brisson, et sur ce croiseur cuirassé, il y avait également une compagnie de débarquement, un corps de débarquement, dans lequel, quand on lit le journal de bord du Guichin, et j'ai apporté ici les journaux de bord, vous pouvez les consulter après ça, j'en ai extrait ici, ce qu'on raconte, ce que l'officier de quart écrit le 5 septembre. Ici, c'est l'élément fondateur de la conscience arménienne vis-à-vis de la marine nationale française. Qu'est-ce qu'il raconte? On a longé la côte à une distance moyenne de 2000. Il y a 10h20, on a aperçu un groupe d'hommes faisant des signaux, croix rouge sur drap blanc. C'est quelque chose de ce genre-là. Quand j'ai reçu, il y a quelques semaines, une descendante des Arméniens sauvés par la marine française, qui est maintenant professeure à l'Université de Californie. Elle venait en France pour une série de rencontres aussi. Mon seul signe de reconnaissance évident que j'avais en main quand j'ai été l'accueillir à Roissy, c'était ça. Elle a tout de suite compris qu'on était de la même famille et que je savais que ce signe-là aurait une résonance toute particulière. Donc il voit ça. Ensuite, le commandant Brisson décide d'envoyer une baleinière. Dans cette baleinière, il y a des hommes armés, et il y a notamment deux enseignes de vaisseaux, l'un qui s'appelle M. Marsaudon, et l'autre qui s'appelle Christian Lemathier de la Motte Basse. Un jeune ancien de vaisseau de 21 ans, père du commandant Antoine Lemathier qui est ici. Le récit de cette première opération, donc une opération de reconnaissance, il récupère le chef arménien, Pierre Dimlakian, et ensuite quand ils revont sur cette fameuse plage des Arméniens, là ils sont accueillis à coups de fusil, vous imaginez la scène, les deux officiers, Marsaudon et Lemathier, courageusement vont remplir leur mission. Le Guichin, voyant ça, tire par-dessus pour calmer les Turcs qui étaient aux abords, et il rembarque tout le monde. Malheureusement, dans le rembarquement, il y a un Arménien très grièvement blessé. Et on retrouvera la trace de cet Arménien très grièvement blessé jusqu'au 14 septembre, simplement en suivant les livres de bord de navigation du Dossé et du Guichin. Suivante, s'il te plaît. Alors le 5 septembre, donc c'est l'autre journal de bord. On y retrouve là la façon dont ils ont tiré au canon et les munitions, etc. Tout ça c'est écrit dans le journal de bord. Et vous avez les encadrés qui sont ici et leur traduction, je dirais, dactylographiée qui est en bas. La suivante. Alors là, je vais faire une petite digression sur l'enseigne de vaisseau Christian Lemathier de la Motte Basse. Ce texte a été écrit par son fils, Antoine Lemathier, ici présent, qui évoque la mémoire de son père, dont j'ai retrouvé moi la trace dans les journaux de bord de navigation.
Il était donc issu d'une grande famille bretonne, on trouvera beaucoup de Bretons dans cette histoire-là. Il est donc enseigne de vaisseau dans la compagnie de débarquement du Guichin. Il a obtenu pour son comportement lors de toute cette opération de sauvetage un témoignage officiel de satisfaction. Et ensuite, il fait une carrière d'officier. Il a été également un habile manœuvrier lors de l'agression anglaise à Mers-el-Kébir. Et ensuite, il a toujours laissé derrière lui un souvenir extraordinaire. D'ailleurs, il a toujours eu des promotions extraordinaires aussi. Et malheureusement, en 1944, il a été assassiné, comme le dit le commandant Lemaitre, par une bande de terroristes. Lui aussi, comme Jean Lemay, bien avant, est mort pour la France. La suivante. Ce que je dis là, c'est que en regardant les journaux de bord des deux cuirassés principaux, Dessay et Guichin, on peut en conclure que ces deux jeunes enseignes de vaisseaux qui commandaient les embarcations d'embarquement-débarquement ont fatalement eu à collaborer ensemble, ont fatalement travaillé ensemble. Parce que quand on analyse les allées et venues entre le Guichin, le Dessay, la plage, etc., ce sont toujours les mêmes gens qu'on revoit dans le livre de bord de navigation, compagnie de débarquement, les hommes des pelotons et les jeunes officiers. La suivante. Alors, naturellement, toutes ces sources-là sont variées. Les sources venant du livre de bord, qui lui, sans fioriture, raconte ce qu'il voit et l'écrit. Il y a également la correspondance des commandants, puis la correspondance des amiraux. Celle-ci, c'est la correspondance du capitaine de frégate, qui explique ce que je vous ai raconté là. Il explique à son amiral, voilà, on a dû envoyer une baleinière, on a récupéré le chef arménien, on a été sous le feu des soldats turcs, j'ai fait ouvrir le feu, j'ai protégé ma baleinière avec des manœuvres du cuirassé pour la mettre en sécurité. L'histoire de l'Arménien grièvement blessé, qu'on va retrouver par la suite, tout est indiqué là. Ce qu'il faut noter au-delà de tout ça, c'est que ce n'est pas simplement un rapport pour dire voilà, j'ai fait ça, je suis arrivé dans telle situation, j'ai fait ça. Il y a deux choses qu'on verra très souvent dans le comportement de ces officiers. La première, c'est qu'ils écrivent quelque chose dans lequel il y a des faits, avec des dates, avec des actions. Il y a également des choses où ils disent sauf contre ordre de votre part, je vais faire ça, pour telle et telle raison. Donc ils prennent de l'initiative et ils rendent compte après. Et parfois, ces initiatives sont extrêmement audacieuses. Et troisièmement, ils indiquent leur avis personnel du commandant Brisson, capitaine de frégate, la situation de ces Arméniens me paraît, etc. Donc ils donnent leur avis personnel, ils s'engagent. Ce n'est pas uniquement une description, ils s'engagent. Suivante. Le 6 septembre, après ça, donc, le Guichin télégraphie au vaisseau amiral, qui est la Jeanne d'Arc, sur lequel se trouve l'amiral d'Artigus-Fournet, pour dire écoutez, amiral, on a vu ça, voilà ce qu'on a fait. L'amiral arrive tout de suite sur la zone d'opération et reçoit le chef arménien, comme ça qu'il l'appelait, Pierre Diblakian, pour voir ce qu'il convient de faire. Le plan A, c'était les Arméniens, courageux comme ils étaient, demandaient simplement d'être alimentés en vivres, en munitions. Finalement, la situation devenait tellement insupportable que la décision conjointe entre l'amiral et le chef arménien a été de décider de faire une évacuation. On continue. Alors ça, c'est le rapport c'est une partie, ce sont les fameuses pages 43, 44, 45 que j'ai indiquées à Arnaud d'Artigus-du-Fournet quand on était ensemble à Yerevan. Ce sont des pages qui sont fondamentales parce que c'est la façon dont l'amiral d'Artigus-du-Fournet explique ce qui s'est passé là-bas. Explique pourquoi il a pris une telle décision. Explique comment
il a reçu une fin de non-recevoir de la part des autorités anglaises à Chypre, comme à Port Saïd. Il explique pourquoi il a reçu un silence radio total des autorités françaises. Et qu'il a quand même... Par contre, il avait reçu un autre ordre. C'était, vous êtes nommé aux Dardanelles. La fameuse funeste zone des Dardanelles, selon son analyse. Donc, il revient à Port Saïd en n'ayant pas réussi à trancher où va-t-on débarquer ces malheureux qu'on va sauver. Il confie à ce moment-là le commandement de l'escadre, de la 3e escadre, à l'amiral Darieux, et vous êtes vous-même des descendants de l'amiral Darieux. L'amiral Darieux, donc, qui lui a, avec l'amiral d'Artigas-Fournet, comme vous le voyez ici, voilà, il raconte qu'il est revenu à... on va prendre la synthèse que j'ai faite derrière. Voilà, synthèse de ces 3 pages de l'amiral d'Artigas-Fournet. Bon, il y a d'abord une phase de découverte le 5 septembre. Guichen voit des signaux à terre. Le 6 septembre, l'amiral rallie la Jeanne d'Arc, avec la Jeanne d'Arc. Et là, il fait déjà un éloge du courage des Arméniens du Mont Moïse. Ce sont des gens extrêmement intéressants parce qu'ils ont, malgré les vicissitudes, etc., ils ont osé résister et se battre. Ensuite, du 7 au 9 septembre, eh bien, il demande aux autorités anglaises de Chypre s'ils peuvent les recevoir. There is no accommodation for them. Passez votre chemin. Il se tourne vers Port Saïd. Oh, c'est très compliqué, on va demander des instructions à Londres. Ils ne sont jamais venus, etc., etc. Donc, une phase d'incertitude totale. Malgré tout, il décide de quitter Port Saïd, bon, les Dardanelles où il est nommé, et avant de quitter, l'amiral Darieux, j'ai décidé avec lui l'évacuation du Mont Moïse. Donc après ça, l'histoire continue avec ceux qui ont organisé et orchestré l'évacuation, autrement dit l'amiral Darieux de Port Saïd, et les commandants qui ont été envoyés sur place pour faire cette évacuation. Alors c'est pas simplement, on envoie le commandant Virgos, lui dit commandant tu débrouilles, mais on lui donne également les moyens. Donc c'est un engagement, je dirais, total de toute la ligne de commandement. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que dans les souvenirs de guerre de l'amiral, il y a des commentaires pas tout à fait tendres avec sa hiérarchie, et puis également une évocation des dangers. Et ces dangers étaient de plusieurs natures. Et les dangers de navigation. Dans le golfe d'Alexandrette où se passait cet événement-là, à un certain moment, il y avait 5 croiseurs français qui, la nuit, devaient naviguer tout feu éteint, en faisant attention à un trait de côte un peu incertain, au risque d'abordage, au risque de collision, etc. Bon. Deuxièmement, c'était la crainte des sous-marins. Sachez que le 8 septembre, un petit croiseur auxiliaire a été torpillé devant Rhodes. Ce n'était pas tout à fait la même zone d'opération, mais ça montrait ce danger-là. Vous savez que ce que j'ai compris de la tactique de la Marine nationale à cette époque-là pour éviter ce danger des sous-marins, c'était d'aller le plus vite possible en zigzag. Je pense que c'est comme ça que je peux interpréter la chose. Une opération comme ça, on ne va pas à toute allure ni en zigzag, on est au mouillage, on est à très faible allure, donc tous les dangers sont là pour avoir cette crainte réelle des sous-marins. Et quand on voit dans les livres de bord les instructions du commandant, elles sont toutes de même nature. C'est une instruction de veille, contre les dangers que j'ai signalés là. Deuxièmement, il évoque là que finalement, il a fait des demandes, on dirait maintenant des demandes de type humanitaire, qui ont reçu un écho nul, strictement nul. Même quand l'amiral Darieux et le commandant Virgos ont décidé d'envoyer le premier croiseur qui était plein de plus de 1000 réfugiés, bon, ils ont décidé, bon, tant pis, on les emmène à Port Saïd. Alors pourquoi Port Saïd? C'était un petit peu plus facile pour la marine française, puisqu'elle avait là-bas sa base. Mais normalement, elle aurait dû recevoir
l'accord des autorités anglaises. Cet accord-là n'est jamais venu. Et l'amiral d'Artigas-Fournet fait également dans ses mémoires l'éloge de l'amiral Darieux, avec lequel il a décidé conjointement donc, de faire cette évacuation-là, et auquel il a confié donc, la 3e escadre pendant cette période-là, et qu'il a donc réalisé, et également des Arméniens, pour lesquels il a une véritable bienveillance, on dirait compassion maintenant, et je pense une grande admiration également. C'est ça qu'on voit sous la plume de ces amiraux et de ces commandants. On continue. Alors voilà les 5 croiseurs qui ont participé à l'opération. Cette opération s'est déroulée sous le commandement du capitaine de vaisseau Édouard Vergos, qui a coopéré de façon exemplaire avec le capitaine de frégate, le commandant Brisson. C'est également une particularité que j'ai notée en lisant les livres de bord, en lisant les correspondants des amiraux, cette estime réciproque, cette confiance réciproque, cette efficacité réciproque qu'il y avait à l'étage des officiers généraux. Autrement dit, pour moi, j'associe vraiment le rôle de l'amiral d'Artigas-Fournet et le rôle de l'amiral Darieux. Au niveau des commandants, c'est certainement le commandant Brisson et son équipage qui ont vu les premiers ces fameux signaux. C'est le commandant Vergos qui a organisé toute l'opération exécuté toute l'opération d'évacuation. Et le commandant Vergos et le commandant Brisson s'estimaient réciproquement, c'est écrit dans leurs rapports respectifs. Ils ont demandé également à 3 autres croiseurs de venir le jour de l'évacuation, plutôt la veille, pour procéder à cette évacuation-là. Imaginez la foudre qui est là-bas, qui devait avoir 500 hommes d'équipage à peu près, a récupéré plus de 1000 Arméniens dessus. Imaginez l'amiral Scharner, ce bateau-là, 5 mois après, s'est fait torpiller en Méditerranée par un sous-marin allemand. Sur les 500 hommes d'équipage, il y a eu un survivant. Les autres navires ont eu plus de chance. Et vous avez donc là, je dirais, l'ensemble des bâtiments qui ont procédé à l'organisation et à l'évacuation du Moussada. La suivante. Bon, ça c'est donc le rapport du commandant Vergos, il explique à son amiral comment ça s'est passé. On continue. C'est la suite du... Vous aurez tous ces documents-là pour aller méditer après ça. On continue. Là donc, on remonte d'un cran. C'est le rapport de l'amiral Darieux à son ministre de la Marine, celui qui n'avait pas répondu. On va dire, écoutez, voilà ce qu'on a fait, on s'est trouvé dans telle situation, on a demandé des instructions, ils ne sont pas venus, donc voilà les décisions qu'on a prises et voilà comment on les a exécutées. On continue. Et toujours dans ces rapports, il y a toujours une humanité qui est là. Les raisons qu'ils évoquent ne sont pas uniquement des raisons guerrières, ce sont des raisons qu'on appellerait maintenant humanitaires. Et cette histoire-là, je me retourne maintenant vers l'amiral de Coursoult, c'est qu'à un moment où on essaye aussi de montrer les missions de la Marine nationale française dans des opérations qui sont également humanitaires, c'est un très bel exemple. Suivante. Alors sachez quand même également que cette histoire du Moussada, elle a été écrite avec des orientations différentes. Je citerai simplement de tête, d'une part, un roman qui a été écrit en 1930 par un Autrichien, Franz Werfel, qui a décrit ce que Sarro a raconté, l'histoire du génocide arménien, suivi de l'histoire du Moussadar. Tout ça est très bien fait. Et suivi de l'histoire de l'intervention de la flotte française. Alors manifestement, il n'y avait pas beaucoup de renseignements, parce que quand on lit ça, il y a de quoi, je dirais, s'arracher les cheveux, parce que là, c'est pas du 80% ou 90% vrai, c'est plutôt du 90% parfaitement inventé. Donc il vaut mieux se référer aux sources certaines, qui sont les journaux de bord de navigation et les correspondances des amiraux et des commandants. Deuxièmement, il y a un livre très intéressant qui a été fait par un Arménien, Georges Kevorkian, qui est un ancien de la DCN, et qui lui a écrit un livre sur le sauvetage des Arméniens par la flotte française au secours des Arméniens.
et qui évoque deux événements principaux. Un qui s'est passé en 1909, alors que la France n'était pas en guerre contre la Turquie, mais que des massacres de grande importance avaient lieu dans le sud de la Turquie actuelle. Et la flotte française, là, avec l'amiral Pivet, était déjà intervenue pour faire une évacuation, un genre d'aller-retour, pour calmer les ardeurs belliqueuses des populations d'origine turque qui étaient là, qui massacraient allègrement tout le monde. Sarrault l'indiquait, ce génocide et ces massacres visaient en priorité ceux qui n'étaient pas des Turcs et ceux qui n'étaient pas musulmans. Et quand c'était les deux à la fois, on aboutissait à ces drames de type génocide. L'autre document que je vous conseille, c'est également le livre de souvenirs d'un commissaire-interprète qui était sur le dossier, qui s'appelle Adrian Tekeyan, dont on voit la trace d'ailleurs dans le livre de bord. Et puis naturellement, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, qui sont les albums de photos. On continue. Alors, comment s'est passé le sauvetage proprement dit? Le 8 septembre, le 9 septembre, ce sont des périodes pendant lesquelles les amiraux essayent de trouver une solution à l'accueil de ces Arméniens, et où le croiseur Dessé et le croiseur Guichen font de l'observation sur la côte pour repérer les dépôts de munitions, les centres de commandants turcs, les casernes, etc. Et, je dirais, sécuriser l'ensemble. C'est l'époque également où donc ces observations se multiplient, les allées et venues entre les embarcations du Guichin du Dessé et avec la fameuse plage des Arméniens se multiplient également. On continue. Le vendredi 10, on en arrive à des dispositions de combat pour encore sécuriser les accès à la vallée des Arméniens et à la plage des Arméniens. Et on voit toujours apparaître là encore les compagnies de débarquement à la manœuvre, et on va apparaître de façon récurrente le nom, notamment de mon grand-père, notre grand-père Jean Lemay. On continue. Alors cette photo-là est une photo qui est extraordinaire parce que le jeune officier que vous voyez là, c'est notre grand-père. Quand je dis notre grand-père, mon frère Laurent est ici. Si vous retournez, vous trouverez qu'il a la même morphologie. Et lui aussi, c'est un marin. Il a fait d'abord son service dans la Royale, quand même. Bon. Et puis, c'est un skipper de très grande renommée. Celui qui a gagné déjà le Figaro. Ça vous donne déjà la nature d'engagement qu'il peut avoir pour les choses de la mer. Donc, c'est lui. C'est Jean Lemay, qui est ici, 23 ans, patron de cet ensemble d'embarcations pour le fameux Vapeur 1. La photo derrière, là, vous voyez, cette zone montagneuse, c'est finalement ce que vous a montré à un certain moment Sarrault. C'est le Djebel Moussa au-dessus. On voit la fameuse vallée des Arméniens, je prends la terminologie des marins telle qu'elle apparaît dans les journaux de bord de navigation. Et vous voyez là donc la compagnie de débarquement qui se dit « qu'est-ce qui m'arrive là-bas ?» Et tout ça, c'est au pied du Djebel Moussa et du cap Rasselmina. Bon, donc, l'intérêt de tout ça, c'est un double intérêt. C'est d'une part, cette photo appartient à un ensemble de plus de 200 photos qui ont été mises par notre grand-père dans un album de photos. Ces 200 photos couvrent la fin de l'année 1914 et début 1915 en entier, et début 1916. Et ça recouvre, ça illustre, précisément le livre de souvenirs de l'amiral d'Artiche du Fournet. Quand j'ai lu les souvenirs de guerre de votre arrière-grand-oncle, je me suis dit, mais je ferme les yeux, ça correspond aux photos datées légendées de mon grand-père. Donc il y aura une thèse certainement à faire par des historiens, je suppose, plus tard, pour remettre en phase le livre de souvenirs et l'album de notre grand-père. Donc, toutes ces photos sont datées légendées. Donc, cette photo est datée 8 septembre, embarcation du Dessé se rendant à la plage des Arméniens.
Vapeur 2, canot 2, baleinière 1, sous les ordres de M. Michaud et M. Lemay. Donc ils étaient là, 2 officiers pour faire ça. Enfin plutôt, l'officier de quart a noté qu'il y avait 2 officiers en scène de vaisseau qui étaient là. La suivante. J'ai réuni là-dessus, prends celle d'avant s'il te plaît. J'ai réuni là les 6 planches de l'album de photos, des 200 photos de notre grand-père, qui ont trait aux opérations entre le 8 septembre et le 14 septembre, puis 11 novembre. Toutes ces photos sont donc datées et légendées. Vous voyez là, par exemple celle-ci, groupe et chef arménien sur le pont du 2C, arrivé à bord des derniers réfugiés, etc., etc. Bon, ça suit de façon chronologique ce qu'on retrouve dans le livre de bord de navigation, ce qu'on retrouve également dans les correspondances des amiraux. La photo, vas-y, pour la suite, ça va, s'il te plaît. Donc, quelques agrandissements pour montrer l'ambiance, mais également la fameuse vallée des Arméniens, la photo qui est là-bas à droite. Et puis 13 septembre, on va prendre la dernière patrouille. On continue. Ceci, vous pouvez le regarder à tête reposée. C'est un tableau qui montre, jour après jour, la phase, je dirais, de découverte par le Guichin, la phase d'analyse et de prise de décision, la phase de préparation de l'opération d'évacuation et la phase d'évacuation proprement dit qui a eu lieu le 12 septembre. Donc tout est mentionné, tous les mots que j'ai employés ici sont des mots qui sont extraits des fameux journaux de bord et de navigation. Et on retrouve pour le Guichin, naturellement, Monsieur Le Mathieu, etc. On continue. Même chose pour le 2C. Le 2C, donc voilà les journaux de bord et de navigation, je les ai apportés ici d'ailleurs. Et on trouve ici donc cette phase donc, de préparation. On trouve Monsieur Lemay, cette phase et cette phase d'exécution, sachant que le 2C lui restait un jour de plus sur zone, puisque c'était le dernier à partir pour, une fois que toute l'opération a été réalisée, pour reprendre enfin la croisière. Parce que dans ce cas-là, les amiraux, les commandants, avaient interrompu leur mission, je vous rappelle, qui était de protection du canal de Suez et de blocus des côtes de Syrie, au profit d'une opération humanitaire sur laquelle ils avaient demandé des instructions, pas d'instructions, ils ont eu le courage de faire ça. Alors, c'est intéressant également, des choses très touchantes. On aperçoit un vapeur. Ah! C'est un vapeur, c'est l'âne. C'est la seule présence anglaise qu'ils ont eue à ce moment-là. L'âne, c'était un transporteur de petits hydravions, qui avait donc de la place à bord. Ils ont fait une jonction en mer, et ils ont le 2C, pour reprendre quand même sa croisière de protection du canal de Suez et blocus des côtes de Syrie, a transféré ses 302 réfugiés sur ce petit transporteur anglais. Et on voit toutes ces choses-là échanger, des signes de reconnaissance. C'était des signaux optiques, des signaux par fanion, etc., pour être sûr que c'était bien un ami qui était qu'on voyait. On continue. Alors des photos, mais c'est le 2C, il a embarqué, celui qui est resté le dernier sur zone. Au début, ils ont embarqué toutes les femmes, tous les enfants, avec des manœuvres audacieuses, parce que quand la décision a été prise par le commandant Vergos de commencer l'évacuation le dimanche 12 au petit matin, malheureusement à ce moment-là, il y avait du ressac, un vent de mer, du ressac, et ce ressac compromettait l'ensemble de l'opération. Heureusement, ce vent s'est calmé à partir de 9h du matin, mais je suis précis dans ce que je vous dis, et après ça, ils ont bénéficié d'une mer beaucoup plus clémente. Ils ont pu accélérer ce processus d'évacuation. Ils ont évacué cuirassé par cuirassé, c'est-à-dire que toutes les embarcations étaient du type de celle du Guichin ou du 2C étaient à la mer, pour soit aborder quand la mer était calme, soit se mettre au-delà de la ligne de rouleau, et avec des systèmes de va-et-vient et de radeaux, ramener ces familles arméniennes de la plage jusqu'au canot. À ce moment-là, ils pouvaient être débarqués sur les cuirassés.
Chaque canot devait pouvoir avoir, à mon avis, jusqu'à 25 réfugiés à bord. On continue. Donc, un moment très, très émouvant. Vous vous souvenez de cette histoire de cet Arménien très grièvement blessé que l'enseigne de vaisseau, Christian Lemathier, avait récupéré le 5 septembre. Il a été emmené après ça sur le Guichin pour être opéré. Ensuite, il a été emmené sur le 2C pour être revu par un autre chirurgien. Et malheureusement, il est mort en mer. L'officier de quart, voilà, journal de bord du 14 septembre. Et ici, vous trouvez cette petite croix en haut, dans l'encadré, le réfugié arménien Vanyan Jafet, c'est comme ça qu'il a écrit. On dit Ashfet, c'est ça? Ashfet. Âgé de 26 ans, décédé à bord le 14 septembre 1915 à 4h15 du matin, par longitude temps, latitude temps. C'est noté comme ça. La vie continue à bord du cuirassé. Il commence le transbordement à 8h12 sur le croiseur, enfin sur le vaisseau là, le vaisseau anglais. À 9h30, il termine le débarquement des réfugiés arméniens. Et à 10h30, il rappelle l'équipage pour la cérémonie d'immersion de cet Arménien. Donc tout le protocole d'immersion est là. C'est en plus de ça illustré par une des photos de l'album de mon grand-père. Et donc, à 10h45, le corps tombe en mer. Notez également la précision des choses. Également un procès-verbal qui dit ce que s'est passé, voilà, procès-verbal, dépenser un drap de lit pour l'immersion d'un Arménien mort déçu de ses blessures. L'officier de quart, il note tout, vachement tout. La première fois que j'ai évoqué ce point-là, il y avait dans l'assistance un monsieur qui est venu me voir après pour me dire, monsieur Cordel, ce que vous avez raconté là, sur cet Arménien mort de ses blessures, moi, je connais cette histoire par mon arrière-grand-oncle. C'était mon arrière-grand-oncle. Il était dans la salle. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Non. Donc c'était un moment extrêmement émouvant. Je revenais à ce moment-là de mon deuxième pèlerinage de Saint-Jacques. J'étais un peu allumé, un peu remonté. Et ce monsieur vient me voir en me disant, voilà, c'était mon arrière-grand-oncle. On continue? Voilà la photo de l'album de notre grand-père, sa légende en haut, 14 septembre, immersion d'un Arménien mort de ses blessures. Et vous voyez là effectivement le fameux linceul. Jean Lemay, après ça, a continué sa mission avec le 2C sur la protection du canal de Suez et des côtes de Syrie. Et on peut suivre après ça sa trace dans les livres de bord. Et le 11 novembre, il est revenu à Port Saïd pour revoir ces Arméniens. Cette photo-là est dans son album, et je ne pense pas que ce soit un hasard. De même que la grande photo, au début, vous voyez cette grande photo, on le voit allant sur la plage des Arméniens avec son corps de débarquement, cette photo-là est la seule photo qui soit agrandie. Et je ne pense pas que ce soit un hasard non plus. Il avait donc certainement tenu à avoir ces témoignages toujours vivants dans son cœur, de cette période où à 23 ans, il commandait le Vapeur 2, Canot 2, Baleinière 1, d'un croiseur cuirassé qui s'appelait le 2C. On continue. En résumé, une phase de découverte, dans laquelle le Guichin est à la manœuvre, une phase d'analyse de décision, une phase d'organisation et de préparation, organisée donc par le cuirassé 2C, et une phase de réalisation, où là, les 5 cuirassés étaient là, avec tous les dangers que ça comporte, pour embarquer 4082 Arméniens. Les nombres exacts sont mentionnés par l'officier de quart. La Foud en a embarqué 1042, le 2C 303, etc. etc. Donc
Donc voilà, si vous voulez, il faut lire ces choses-là avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et beaucoup de précision également. On continue. Alors, quand j'ai raconté cette histoire-là à l'amiral de Coursoult et au commandant Le Mathieu, ils m'ont suggéré d'aller voir le service historique de la Défense pour récupérer un document que ni mon frère ni moi-même n'avions, le dossier individuel d'un jeune officier, Jean Lemay, notre grand-père. J'y suis allé la semaine dernière. J'ai été reçu par le professeur Bourreil et le professeur Vessé, qui sont les historiens en chef pour la Marine nationale, qui se sont, je dirais, passionnés pour cette idée, cette histoire-là, et qui ont mis tout en œuvre pour me dire, Monsieur Cordel, voilà le dossier individuel. On verra quelques éléments de ce dossier individuel tout à l'heure. Entre autres, dans le dossier individuel, on voit là ce que le commandant Vergos, capitaine de vaisseau du 2C, pensait d'un jeune officier qui s'appelle Jean Lemay. Alors ça, c'est le document officiel, j'en ai fait la traduction juste à côté. On savait, mon frère et moi, mon père, ma maman, que Jean Lemay était un homme assez extraordinaire, il ne faut pas dire plus. Et là, on en a, je dirais, la preuve, sous la plume du commandant Vergos, sous la plume d'un capitaine de vaisseau. Bon, je passe sur la conduite, la tenue, la santé, la vue, etc. Les relations avec les supérieurs, les relations avec les inférieurs, la fermeté bienveillante, bon. L'instruction générale excellente, compétences techniques excellentes, service et fonctions à bord. Là, il confirme qu'en mer, il commandait une tourelle de 16 et qu'il était officier de la compagnie de débarquement, chargé spécialement des mitrailleuses. Bon, manière de les remplir, beaucoup de zèle et d'activité. Valeur comme officier de quart, excellent officier de quart en second, très apte à faire le quart en chef. Donc déjà, on voyait une évolution tout à fait favorable. Et puis après ça, aptitude au commandement. Jeune officier très intelligent, esprit vif et en même temps calme et réfléchi. Rendez maintenant d'excellents services et fera plus tard un officier brillant sous tous les rapports. C'est écrit par le commandant Vergos, son supérieur. Et dans le dossier individuel que notre grand-père ne connaissait pas, que nous avons donc découvert il n'y a pas plus de 10 jours, voilà le genre de choses que je retrouve sur notre grand-père. Je remonte. Alors donc il est temps maintenant de passer la deuxième partie que m'a demandé l'amiral de Coursoult, au fond de comprendre comment on devient un officier de la Marine nationale française, même si on n'a aucune raison initiale de le devenir. Vas-y. Alors, Jean Lemay, c'est un breton. Il y a eu beaucoup de bretons dans l'histoire du Moussadar. Je pourrais citer un certain nombre qui ont été reconnus par leur commandant. Par exemple, naturellement, le jeune enseigne de vaisseau Le Mathieu, c'est un breton aussi. Jean Lemay, c'est un breton aussi. Les marins, comme le lieutenant de vaisseau Sagon, officier de manœuvre, je ne sais pas si c'est un breton celui-là, mais Joseph Penouette, Jean-François Marziou, Dominique Ledrezen, Louis Lebret, Louis Legente, François Ledube, François Timoigne, breton. C'est une constante, je dirais, qui est maintenant également inscrite dans le cœur des Arméniens. La France et la Bretagne en particulier sont inscrits de façon indélébile dans le cœur de ces Arméniens. Alors, pour Jean Lemay, il est originaire du nord de la Bretagne. À côté de Paimpol, il y a un petit village qui s'appelle Kériti. Petite incidente, Kériti est également le point zéro avec l'abbaye de Beauport, l'abbaye maritime, qui est le point zéro du départ pour Compostelle de ce qu'on appelle le chemin des Bretons. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et il est dans une ambiance, je dirais, 1900, il est né en 1892, donc en 1900 il a 8 ans. C'est l'ambiance encore des goélettes qui font soit du cabotage, soit la grande pêche en Islande. Son papa était un de ces marins qui partaient faire
de la grande pêche et faire du cabotage. Et il est mort en mer. Il est mort en mer quand Jean Lemay avait 9 ans. Et le plus jeune de ses frères avait 1 an. Sa maman, vous voyez ici, Marie Prigent, donc Prigent Lemay, était à la tête d'une fratrie de 6 garçons, allant de 1 an à 9 ans, habitant une toute petite maison au-dessus de Quéritu, sol en terre battue, aucune commodité, ressources zéro, et Jean Lemay était l'aîné de ses enfants. Jean a eu la chance d'être remarqué par le curé du village et par l'instituteur, qui ont trouvé que ce jeune garçon pouvait faire des études, donc il était envoyé au lycée de Brest. Suivante. Bon, avant de parler du lycée de Brest, ça c'est l'environnement où habitait la famille Lemay. Ici, l'abbé de Quérity-Paimpol, la chapelle Sainte-Barbe, l'abbaye de Beauport, point de départ du chemin de Compostelle, du chemin des Bretons, et la Croix des Veuves, qui est un calvaire où l'histoire raconte que les femmes de marins venaient là pour voir qui allait rentrer des grandes campagnes de pêche. Et là aussi, c'était c'était des activités extrêmement, extrêmement dangereuses. On continue. Donc voilà l'école navale. Alors, fini par arriver à l'école navale, et j'ai retrouvé ici une photo de sa promotion, 1910. Il ne m'a pas fallu une demi-seconde pour le retrouver tout de suite, vous le voyez là, et retrouver également son camarade de promotion, le futur commandant Moron, Léon Moron, qui sera le futur parrain de ma maman. Commandant Moron, que mon frère et moi avons rencontré quand on était enfants et adolescents, et qui nous a raconté des histoires extraordinaires sur son camarade de promotion, Jean Lemay. Le Borda, et l'admission au Borda, je crois que ça doit être le numéro 16, ou un truc comme ça, dans l'ordre d'admission. On continue. Alors, un autre document que j'ai trouvé dans le dossier individuel de Jean Lemay, et là on peut parler vraiment, je dirais, de solidarité sociale extrêmement importante. La maman de Jean Lemay n'avait aucune ressource, si ce n'est une vague allocation qui doit correspondre à 1/4 ou 1/10 du SMIC actuel. Donc, petit problème, quand Jean Lemay est reçu à l'école navale, il faut lui faire une première mise d'équipement. Et ça doit coûter un peu d'argent. Donc voici le dossier pour que Jean Lemay puisse obtenir ce qu'on pourrait appeler un concours de l'État ou une subvention pour avoir sa première mise d'équipement. Le Conseil, considérant que malgré son intelligence, etc., avis très favorable à l'unanimité. La demande de sa maman, disant, voilà, je suis à tête de 6 enfants, donc à l'époque ils avaient 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans et 17 ans, donc notre grand-père, et qui demande le concours de l'État. Réponse de l'État tout à fait à droite, acceptation de demande de première mise d'équipement. Donc voilà donc Jean Lemay, propulsé à l'école navale. La suivante. Alors là, on a un document, mon frère Laurent et moi, qui est absolument extraordinaire. Cette série de documents-là, ici, prix d'excellence. Donc, le jeune fils d'une couturière et d'un marin mort en mer obtient le prix d'excellence en classe de terminale. Le prix d'excellence. Le prix d'excellence, c'est un littré. Ce qui montre déjà la qualité, je dirais, de formation qu'on pouvait donner à des gens qui étaient issus de rien. Prix d'excellence. Ensuite, il rentre en classe préparatoire. Et là, grand prix d'honneur des sciences, des lettres et des arts. Si ça, c'est pas une formation humaniste, j'ai rien compris de l'humanisme. Donc une formation, je dirais, humaniste, sensibilité non seulement
aux questions militaires, aux questions scientifiques, mais également les lettres et les arts. Ici, son journal individuel de bord, soit Jeanne d'Arc. Et alors là, c'est extraordinaire parce que ce journal de bord individuel, il y a une page, enfin une double page, par jour. Cette double page, il est prié, le jeune aspirant est prié de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, faire ses commentaires, etc. Tout ça sous la plume rageuse de l'officier instructeur, à l'encre rouge, qui lui dit « Mais vous n'aurez pas vu ça, vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas noté ça, votre dessin n'est pas bien fait. Vous racontez une chose qui est erronée, par exemple, Jean Lebet dit voilà, pendant la nuit, on a dû changer de mouillage parce qu'on avait commencé à déraper. » Voilà, à déraper. Je vois déjà les descendants de l'amiral Darieux qui imaginent la catastrophe. On ne dérape pas dans la marine nationale française. C'est pas possible. Non. Donc l'officier instructeur règle tout ça, vous n'avez rien compris, on n'a pas dérapé, surtout ça ne peut pas exister. Et on a changé de mouillage parce que la stratégie, le machin fait qu'il fallait changer de mouillage, mais certainement pas à cause d'un dérapage. Donc petit à petit, alors il passe un endroit, mais vous n'avez pas évoqué la mémoire de vos anciens qui ici ont combattu. Bon, et petit à petit, on voit que l'officier instructeur se fait de plus en plus discret, et qu'on passe d'un jeune homme brillant, sur le plan de ses études, à un officier de la marine nationale française, qui a les valeurs et le comportement de ce qu'on attend d'un officier de la marine nationale française. Et quelques années plus tard, on ne pourra jamais imaginer que ce jeune officier de marine est issu d'une famille qui n'avait pas un sou et qui était dans un état de dénuement total et qui a été propulsé comme ça grâce à la clairvoyance d'un curé et d'un instituteur, et grâce au système de formation de l'éducation nationale de l'époque et surtout de la marine nationale. Cette partition de musique, j'y tiens beaucoup, elle m'a été donnée par la femme du commandant Moron, que Laurent et moi avions été visiter, et qui m'avait raconté, elle, d'autres choses. Des choses qui étaient plus sur la sensibilité de notre grand-père aux questions artistiques, notamment la musique. Comme elle était elle-même, cette femme du commandant Moron, une pianiste de très bon niveau, elle avait des partitions de musique. Elle m'a raconté qu'en 1919, à l'issue de la Grande Guerre, elle avait reçu mon grand-père, elle avait joué, et mon grand-père avait manifesté une sensibilité instinctive à la musique qu'elle jouait. Alors qu'il n'avait jamais dû entendre dans sa jeunesse ni quoi que ce soit de M. Johannes Sebastian Bach, ou de Mozart, ou de Beethoven. Ces partitions-là m'ont été envoyées par Geneviève Moron, femme du commandant Moron, quand j'avais 10 ans. On continue. Son livret d'officier. Alors c'est ce qui m'a permis, je dirais, de commencer l'enquête, parce qu'à partir de ça, j'avais des éléments factuels et cadrés pour retrouver l'histoire des cuirassés, l'histoire de ses affectations, et à partir de son livret individuel. On continue. Bon, son premier embarquement comme officier d'état-major, pour ceux qui portent la fourragère. Une carte postale sur laquelle on voit l'équipage, on le voit encadré en haut à droite, on le voit ici en bas. Et en plus de ça, l'intérêt c'est que la photo elle est légendée, donc on voit bien le nom de Jean Lebet quelque part. On continue. Alors, après l'histoire du Moussadar, Jean Lebet était promu. Il était promu comme enseigne de vaisseau de première classe. Et il a été envoyé dans une arme nouvelle, stratégique, extrêmement dangereuse, qui s'appelle les sous-marins d'époque. C'est donc la deuxième mission de la flotte française en Méditerranée, c'était de contrôler la flotte austro-hongroise en bloquant le détroit d'Otrante entre l'Italie et la côte et la Grèce, grosso modo. Donc là, c'était plus un croiseur cuirassé avec 600 personnes à bord, c'était un sous-marin sur lequel il y a 25 à 27 personnes, c'est tout, une bande extrêmement solidaire, pratiquant un métier extrêmement dangereux, 50% de pertes, notamment au cours d'une mission qui m'a été racontée avec mon frère par le commandant Moron.
Ils torpillent un vapeur autrichien. Ils sont canonnés après ça. Ils sont en plongée. Certainement, il faut bien remonter parce qu'il faut respirer, il faut recharger les moteurs et tout ça. Il fait une nuit d'encre. Il y a une très forte houle. Et le commandant passe par-dessus bord. Ils essaient de le rechercher. Et donc, le commandant, c'est un lieutenant de vaisseau. Donc, il ne reste plus que 2 enseignes de vaisseau à bord, plus le reste de l'équipage. Et le commandant Moron nous a expliqué ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, ils ont continué la mission. Ils sont rentrés. Après ça, ils ont réussi à ramener l'équipage et le sous-marin à Brindisi, qui était la base des sous-marins de l'époque. Et la reconnaissance à ce moment-là a été pour le sous-marin une citation à l'ordre de l'armée navale. Pour Jean Lemay, quelque temps après ça, sa première grande décoration, qui est d'être promu chevalier de l'ordre de la couronne d'Italie, qui était une décoration, je dirais, équivalente à la Légion d'honneur. Mais à quel âge? À 25 ans. À 25 ans, il faut toujours se rendre compte de l'âge de ces officiers, de ces jeunes officiers. Le Mathieu avait 21 ans, Jean Lemay avait 23 ans, 25 ans quand il reçoit cette première décoration, 29 ans quand c'est la Légion d'honneur. Les commandants, l'amiral d'abord, l'amiral d'Arthur Dufournet, au moment du Moussadar, avait 58 ans, l'amiral Darieux avait 56 ans, le commandant Vergos avait 53 ans, le commandant Brisson avait 47 ans. Imaginez-vous, dans ces tranches d'âge-là, imaginez comment pouvaient raisonner et réagir ces gens-là. Ils avaient une dimension professionnelle extraordinaire et une dimension humaine tout aussi extraordinaire. Continuons. Ensuite, c'est le Coulon. On continue. Et là, je dois avoir également un échantillon qui est ce que l'amiral et le commandant de l'escadrille de sous-marins de l'époque pensaient de notre grand-père. Voilà. Conduite parfaite, tenue parfaite, etc., etc. Bon, mais surtout, en bas, aptitude de commandement. Bon. Appréciation générale de la valeur de l'officier. Esprit sérieux, réfléchi, etc., etc., plein d'entrain, de jeunesse et de droiture. Éducation parfaite, cet officier sort vraiment de l'ordinaire. Auxiliaire hors illisible, je crois que c'est hors pair pour ses supérieurs. Il est aimé et, je ne sais pas quoi, de ses inférieurs. Voilà l'appréciation d'un commandant, contresigné par un amiral. Cette appréciation-là n'a jamais été connue par Jean Lemay, mais c'est dans son dossier individuel, proposé pour le grade de lieutenant de vaisseau. Bon, on continue. Alors, après la guerre, Jean Lemay a rencontré sa marine de guerre. Donc, pour soutenir, je dirais, le moral des jeunes officiers, une jeune fille de bonne famille qu'ils n'avaient jamais rencontrée leur envoyait des lettres, des chocolats, des chaussettes, je ne sais pas. Bon, et un jour, donc, le 14 juillet 1919, Jean Lemay, lieutenant de vaisseau, rencontre sa marine de guerre, une jeune fille d'excellente famille, qui s'appelle Colette Replin. Il y a environ 9 ans de différence d'âge entre les deux. Et le 18 mars 1920, à Lyon, Jean Lemay et Colette Replin se marient. Cette photo également est extraordinaire parce que vous voyez derrière notre grand-mère, ses parents, donc des gens de la très bonne société. Derrière mon grand-père, notre grand-père en uniforme, ses décorations, son sabre, sa maman, en quoi bretonne, de la région de Quérity. Il n'y a pas son papa, il est déjà mort il y a plus de 20 ans en mer. Et cette photo-là n'aurait jamais pu exister sans les bouleversements de la Grande Guerre. Autrement dit, c'est un des petits effets de grâce des périodes où il se passe des événements dramatiques. Et vous avez cette photo, je dirais, de Jean Lemay en lieutenant de vaisseau. Il a ces trois galons sur la casquette. On continue. Alors, également un document très très touchant. Pour que le jeune lieutenant de vaisseau, Jean Lemay, puisse se marier, il faut donc qu'il fasse une demande
à son commandant. Donc voilà, capitaine, je souhaite me marier avec mademoiselle Lemay. Oh là là là, demandez donc les autorisations à l'autorité supérieure. Bon. L'autorité supérieure convoque la gendarmerie, leur dit, messieurs les gendarmes, allez faire une enquête pour savoir si mademoiselle Replein, recherchée en mariage par monsieur le lieutenant de vaisseau Lemay, jouit ainsi que sa famille d'une bonne réputation. Donc c'est la mission de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale fait son boulot et elle envoie un rapport qui est ici. Le rapport dit, grosso modo, bah, écoutez, on a enquêté, c'est très confidentiel, bon, on a enquêté, le papa il fait ça, la maman elle fait ça, les deux sœurs elles font ça, et la demoiselle recherchée en mariage elle fait ça. Conclusion, famille très bien considérée sous tous les rapports, situation aisée. Donc je vous rassure tout de suite, mes enfants et petits-enfants qui sont là, voilà ce que la gendarmerie a conclu à la suite de son enquête. Résultat, avis favorable des autorités supérieures, d'où la photo de mariage que vous avez vue précédemment. On continue. Alors, Jean Lemay et Colette Replein ont eu une enfant, une petite fille, que vous voyez ici sur les genoux de son papa, c'est en Algérie. Maman a 2 ans, elle est ici, Jean Lemay est ici, le voilà en civil. Une très belle peinture d'un de mes oncles, mes grands-oncles, qui l'a croqué quand elle avait 4 ans. Ma maman a 1 an avec sa grand-mère, à Kiriti, à 2 ans avec son papa, à Kiriti, à 2 ans également à Kiriti également, une photo de maman également quand elle aura 4 ans, et son bulletin de naissance là-haut. On continue. Malheureusement, Jean Lemay est mort en 1927. Maman, à ce moment-là, avait 4 ans et demi. Sa maman avait 28 ans. Et, chose extraordinaire, maman a tout de suite été adoptée par la nation. Parce que Jean Lemay a été, sur sa tombe, vous le voyez ici, à Kiriti, lieutenant de vaisseau, mort pour la France. La conséquence de tout ça, maman adoptée par la nation, donc pupille de la nation, il a pu bénéficier d'une éducation hors pair. Et le souvenir donc de notre grand-père, que Laurent et moi n'avons jamais connu, de toujours été transmis par notre grand-mère, par maman aussi, mais qu'elle soit petite, elle avait des souvenirs quand même très précis, par le commandant Moron, qui lui avait survécu à la Grande Guerre, et qu'on avait vu, Laurent et moi, à plusieurs reprises. Et on avait toujours dans l'esprit cet homme remarquable, extraordinaire, qui était un modèle dont on avait quelques photos, c'est tout. Et voilà cet homme qu'on a redécouvert récemment, suivant, qu'on a redécouvert récemment, au fond, on va passer à la suivante s'il te plaît, parce que Laurent, qui est là-bas, et moi, et notre petite sœur, qui n'a pas vécu longtemps, 15 jours, c'est tout. Ce fut un drame épouvantable pour papa qui est ici, pour maman, pour Laurent et pour moi. Laurent et moi avions 6 et 7 ans quand notre petite sœur est morte. Vous me voyez ici, devant la cathédrale de Compostelle, vous voyez ici Laurent à la manœuvre, avec un certain nombre de mes enfants qui sont d'ailleurs ici dans la salle et qui vont se retrouver sur cette photo où on fait une virée pour les 92 ans de papa. On est allés tous à La Rochelle et on a fait du bateau, naturellement. On continue. Alors, quel sens donner à tout ça? J'ai déjà donné un certain nombre de pistes là. La première piste, c'est l'attitude de la ligne de commandement de la Marine nationale à cette époque. Comment est-ce que les officiers généraux travaillaient, analysaient, réfléchissaient, décidaient? Quel genre d'initiative ils osaient prendre? Comment ils collaboraient entre eux? Comment ils s'appréciaient mutuellement? Même chose au niveau des officiers, capitaines de vaisseau, capitaines d'officiers supérieurs, pardon. Même chose
au niveau des jeunes officiers qui étaient aspirés par le comportement de leurs aînés. Si l'opération du Moussadar a pu réussir, c'est parce qu'il y a eu cette coopération, on dirait maintenant, verticale et horizontale parfaite. Tandis si j'avais à synthétiser les rôles et les prises de responsabilité, je dirais, n'oublions jamais le tandem des deux amiraux, le tandem des deux commandants, le tandem des jeunes officiers, dont Christian Lemaitre, dont Jean Lemay. Ce sont des tandems. D'ailleurs, récemment, à Toulon, il y a une stèle commémorative qui a été inaugurée par le vice-amiral d'escadre Frédéric Joly, qui est une stèle à la mémoire de la flotte française qui a fait l'opération du Moussadar. Cette stèle met côte à côte l'amiral d'Artijoux-Fournet et l'amiral Darieux. Donc c'est quelque chose qui est important, et ça correspond, je pense, également à l'éthique et à ce que pensaient réellement ces officiers supérieurs. Cette notion de prise de décision, de travail en collaboration, en confiance, était certainement extrêmement importante pour eux. Récemment, c'était il y a 10 jours. Petite question, quelle est cette montagne? Bravo, qui a dit ça? C'est le mont Ararat. Ce mont, alors je le prononce à l'arménienne maintenant, on ne dit pas Ararat, on dit Ararat. Donc, effectivement, Sarraut, les descendants de l'amiral d'Artijoux-Fournet, Arnaud d'Artijoux-Fournet et Charles Leroy, peut-il passer? Voilà, il est là-bas, Savary. Le descendant d'un ancien de vaisseau, c'est-à-dire moi-même. Le représentant de l'état-major de la Marine nationale, c'est-à-dire le capitaine de vaisseau.